Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Drone Theory. Nous sommes dans la partie numéro 2 de la rédaction du MANEX. Donc nous nous étions arrêtés à la partie B, utilisation, et nous allons commencer avec la section 1. Mais avant cela, je vous rappelle que Drone Theory, c'est une plateforme de préparation à l'examen CATD, donc préparation à l'examen théorique drone de la DGAC. Vous pouvez souscrire un accès sur notre site internet et avoir accès à la plateforme. Dans cette plateforme, vous pourrez réviser l'ensemble des thèmes qui seront vus pour l'examen et profiter des explications en vidéo. Je vous rappelle également que nous pouvons vous aider à rédiger votre MANEX avec une formation également en e-learning. Donc nous étions arrêtés ici, donc la partie B, utilisation, et avec la première section, la section 1, la préparation des vols. Donc elle va permettre de définir les règles de mise en œuvre des aéronefs sans équipage à bord pour assurer la protection des tiers et des biens, en fonction du type d'aéronef, de l'activité particulière et de l'environnement. À cet endroit, donc dans la section 1, les opérateurs précisent qu'ils doivent entreprendre les démarches pour signature de protocoles avec les organismes de navigation aérienne concernés, ou les déclarations de vol aux préfectures le cas échéant. C'est le cas si vous souhaitez voler par exemple dans une CTR, ou si vous souhaitez voler dans une zone particulière. Voilà. Alors, sachez aujourd'hui que vous avez quand même pas mal d'outils qui sont directement disponibles sur Internet, que je pense à Clearance, par exemple, sans faire de pub, qui vous permet de faire directement des protocoles en direct avec beaucoup d'aérodromes et d'aéroports aujourd'hui. Et pour les zones à statut particulière, toujours pareil, il faut les contacter avec, grâce, je veux dire, au complément aux cartes aéronautiques. Voilà. Il y a un petit trou. Alors ici, vous allez décrire ce que vous allez faire avant chaque opération dans la partie 1.1. Donc, procédure de reconnaissance préalable de la zone de travail. Si vous le faites, vous pouvez justement dire que vous allez regarder la zone de travail grâce à des vues aériennes Google, par exemple, avec des prises de mesure directement sur Google Earth, par exemple, ou si vous souhaitez faire une reconnaissance préalable physique avant chaque mission. Ça, encore une fois, je marque ce que je fais et je dis ce que je fais. Voilà. Et je fais ce que je dis. Voilà. Pour résumer. Information aéronautique. Donc là, ici, vous allez décrire et définir comment vous allez consulter l'information aéronautique. Donc si vous allez utiliser une plateforme pour ça, ou directement une application, ou si vous avez une carte OACI chez vous papier que vous allez consulter, et comment vous allez également consulter l'information aéronautique, à savoir s'il y a des NOTAM ou des SUP-IP sur le lieu de la mission prévu. Identification des risques et de protection des tiers. Donc là, comme c'est indiqué, identification des risques liés à la mise en œuvre de chaque type d'aéronef ou de mission, et solutions apportées, moyens permettant d'assurer la protection des tiers et des biens. Donc la définition du volume maximal de vol et la zone de protection des tiers. Donc là, vous avez, ça renvoie vers les guides catégories spécifiques pour avoir les définitions et avoir un peu plus de texte, un peu d'explication quant au volume maximal de vol et la zone de protection des tiers. Donc là, c'est comment vous allez mettre en œuvre ces deux éléments, comment vous allez les définir, comment vous allez les programmer avant le vol et comment vous allez les matérialiser physiquement au sol lorsque vous allez faire tel ou tel scénario. Je prends un exemple concret. Si vous allez faire du scénario S3 en ville, qu'est-ce que vous allez avoir comme matériel pour le placer au sol? Des cônes de Lubeck, de la route balise, mais des véhicules, mais des agents de sécurité pour bloquer une route, par exemple. Donc c'est ici que vous allez tout décrire concernant la mise en place de la zone de protection des tiers. Autorité du télépilote dans l'accomplissement du vol. Donc là, généralement, on met des petites phrases type, du style le télépilote est comme à bord de sa machine, c'est lui qui prendra la décision ou non de réaliser la mission selon les conditions du jour et selon la conformité de la préparation de travail. Enfin voilà, en gros,
des phrases un peu comme ça que vous pouvez trouver facilement. Et dans le petit e, ensemble des vérifications précédant chaque vol, précisez notamment les points suivants. Conformité de l'appareil aux règles opérationnelles de l'exploitant et l'environnement réglementaire, y compris le bon fonctionnement du dispositif de commande et de contrôle de l'aéronef télépiloté. Donc là, hein, à savoir si, comment vous regardez que votre radiocommande est bien bindée avec le bon appareil, comment vous allez vérifier que le compas, enfin tous les éléments, l'instrumentation générale, hein, je ne parle pas que du compas, mais du reste aussi, les murs, etc. Comment tout est bon sur votre drone. Ça peut être tout simplement pas d'alerte sur l'interface aux machines et sur le retour écran. Sur la plupart des DJI, par exemple, si vous avez un problème, ce sera une alerte en rouge, hein, par exemple. Ce genre de choses. Donc là, vous décrivez, selon le matériel que vous avez, la conformité de l'appareil aux règles opérationnelles. Vérification des réserves d'énergie de l'appareil. Donc là, idem, vous décrivez comment vous allez consulter le niveau de batterie de vos drones et comment vous allez vérifier hein, si les cellules ou les aimants de votre batterie sont corrects. Vérification des documents à présenter en cas de contrôle. Donc là, vous allez lister en fait hein, l'ensemble des documents que vous devez présenter et comment vous êtes sûr de les avoir sur vous. Bon, assurance, diplôme, déclaration d'activité, etc., etc. Vérification liée aux exigences de l'arrêté relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs qui circulent sans personne à bord. Donc là, savoir si vous avez une déclaration à faire si vous voulez en S3, en ville, s'il y a un protocole à établir si vous voulez dans une CTR ou une zone à statut particulier, etc. En cas du télépilotage depuis un navire en déplacement, donc là, ça vous renvoie encore une fois vers le guide, hein, qu'est-ce que vous devez faire comme élément, qu'est-ce que vous devez paramétrer, par exemple, pour effectuer ce type de mission. Donc là, ce sera éviter, par exemple, un retour to home à l'endroit du décollage, surtout si vous êtes un navire en déplacement. Ce n'est pas une situation d'avenir. Dans le 1.2 maintenant, procédure générale en vol. Donc les procédures normales et les procédures d'urgence. Procédures et limitations liées à la sécurité. Donc préciser l'interaction entre le télépilote et la personne en charge de l'exécution de la mission de l'activité particulière. Donc là, c'est la répartition des tâches de chacun, hein, qui vérifie quoi, etc., etc. Ici également, vous pouvez mettre, en termes de limitation météo, est-ce que je peux voler avec tel ou tel vent? Si je prends le cas des Mavic hein, de DJI, généralement la limite hein, ça va être entre 35 et 40 km/h par exemple. Donc là, si vous avez un vent supérieur à 40 km/h, il ne sera pas possible d'effectuer le vol, etc., etc. Après, c'est toutes vos limitations en fait, qu'il faudra décrire et documenter dans cette partie. Utilisation des mécanismes de sauvegarde. Donc là, décrire ce que vous avez comme mécanisme de sauvegarde, comme parachute, hein, un dispositif de protection des tiers, ou pour éviter que le drone sorte de la zone de vol et aille dans la zone tampon, par exemple, hein, c'est comme dispositif le kit S2 de coupure moteur indépendante. Voilà. En gros, il faut décrire qu'est-ce que vous avez, vous, comme matériel sur votre appareil. Gestion contrôlée du crash. Donc là, comment vous décrivez si votre drone, je sais pas, il perd une hélice, ça arrive à certains, comment vous allez effectuer un crash contrôlé. Donc là, c'est décrire grosso modo, c'est d'aller si l'appareil est encore pilotable, se mettre à la verticale d'une zone où il n'y a rien en dessous, c'est-à-dire sans personne en dessous, sans maison, sans bien et sans personne, et effectuer un crash volontaire en coupant les moteurs, par exemple. Gestion des règles de l'air, donc là, vis-à-vis des autres usagers de l'espace aérien, y compris d'autres aéronefs télépilotés. Donc là, vous pouvez simplement dire hein, application des règles de l'air en cas de rapprochement conflictuel avec un appareil habité. L'opérateur en vol descendra de l'appareil pour le poser directement ou descendra à une hauteur de 10 mètres pour éviter une proximité conflictuelle avec l'appareil habité. Enfin voilà, en grosso modo, les phrases hein, qu'il faudra plus ou moins mettre.
La section 2 maintenant, donc données pour chaque type d'aéronef sans équipage à bord. Pour chaque type d'aéronef, limitation, performance, procédure normale et d'urgence, basée sur le cas échéant sur les données du manuel d'utilisation, auquel il est possible de faire référence et compléter en tenant compte des spécificités de l'exploitant et de ses activités. Donc là, dans le 2.1, catégorie de l'aéronef sans équipage à bord. Donc là, l'identification, marque, etc. Si c'est un quadricoptère, si c'est une voilure fixe. Mécanisme de sauvegarde, donc là, on rappelle si vous avez un kit S2 de coupure moteur indépendante ou si vous avez un parachute, par exemple. Redondance, donc redondance des appareils et des instruments, par exemple, si vous avez deux compas, il y en a certains, c'est le cas, si vous avez un module RTK, par exemple, des fois il n'y a plus de compas, mais vous avez deux antennes, voilà, ce genre de choses, ça aussi, il faut le documenter, le décrire. Et limitation d'emploi, là vous pouvez rappeler, comme avant, la limitation de vent, par exemple, limitation physique de vent ou de température ou d'altitude, par exemple. Voilà. Performance opérationnelle, donc indiquer les performances du dispositif de commande et de contrôle, ainsi que les performances intéressant directement l'utilisation particulière de l'aéronef télépiloté. Performance de l'aéronef, vol de nuit, conditions météo. Donc là, encore une fois, en fait, il y a beaucoup de redites. Vous me dire, mais à chaque fois, ça n'arrête pas de le dire. Bah oui, il y a pas mal de redites, en fait, à chaque fois dans les différents thèmes du Manex. Limitation, donc préciser, limitation établie par le constructeur de l'aéronef sans équipage à bord, et les limitations de l'exploitant prises en fonction des conditions particulières de l'activité particulière. Ça, c'est vrai que je reviens pas souvent dessus, mais faire des prises de vue classiques, c'est pas la même chose que faire de l'épandage sur un toit ou l'épandage agricole, en fait. Donc, selon les conditions du jour, selon la température, là, pour le coup, ça va être intéressant, et selon le vent, vous pourrez faire telle ou telle mission ou pas. Les limitations et l'utilisation de l'espace aérien. Si un espace ségrégué a été attribué, s'assurer que l'aéronef sans équipage à bord ne sort pas de cet espace ségrégué. Donc là, exemple, vous faites de la longue élongation, vous avez posé une zone restreinte temporaire ou zone interdite temporaire. C'est tout ce que vous allez mettre en place pour faire déjà cette ZRT. Et quels sont les dispositifs à mettre en place et à mettre en œuvre, voilà, lorsque, si malheureusement votre drone souhaite sortir de cette ZRT et souhaite rentrer dans l'espace aérien qui sera non ségrégué. Quand on dit non ségrégué, ça veut dire que vous n'avez pas la possibilité, je veux dire, de rencontrer d'autres aéronefs. Ségrégué, ça veut dire que vous avez personne qui doit rentrer en fait dans telle ou telle zone. D'où ségrégation, en fait, voilà. Préciser à cet endroit si aucune opération de nuit est envisagée. Donc là, là c'est pareil. Et si vous, au contraire, vous souhaitez faire des opérations de nuit, qu'est-ce que vous allez mettre en place pour faire ces opérations de nuit, comme une DZ éclairée, quel dispositif lumineux vous allez mettre sur le drone, etc., etc. Conduite du vol, procédure particulière. Donc décrire les procédures particulières relatives à l'emploi des systèmes spéciaux ou à un emploi des systèmes dans les conditions particulières liées à l'exploitation. Je parlais tout à l'heure comme de l'épandage. Donc là, si vous avez un système d'épandage, comment vous allez le mettre en œuvre, quelles sont ses caractéristiques, est-ce qu'il rend captif l'appareil ou pas, etc. En fait, voilà, c'est ça, c'est comment vous allez mettre en œuvre l'activité, la procédure particulière pour le vol, pour ce que vous allez faire du vol. Conduite du vol, donc procédure d'urgence, décrire les procédures à entreprendre pour faire face à une situation défavorable et d'urgence, notamment procédure pour répondre aux conditions d'exploitation défavorables. Donc là, si vous avez des conditions d'exploitation défavorables, peut-être que tout simplement, la première chose à faire, c'est faire un retour to home, un RTH. Ou sinon, ça pourra être, si vous avez une grosse bourrasse de vent ou j'en sais rien, quelqu'un qui vient vous voir, etc., c'est peut-être se descendre l'appareil ou le ramener en manuel si vous êtes en plan de vol, etc. Enfin, voilà, différentes stratégies. Procédure pour répondre à la sortie de l'aéronef du volume géographique. Ça, c'est sur les DJI, c'est les joysticks en bas au milieu pour couper les moteurs. Ou si vous avez un dispositif de coupure indépendant, c'est la mise en œuvre de ce dispositif. Procédure pour répondre à la sortie de l'aéronef du volume maximal de vol. Donc là, encore une fois, il y a des redites. Voilà,
volume géographique de vol, plus les marges liées au vent, plus aux imprécisions du télépilotage, plus la déviation. Donc là, ça va être la fameuse zone tampon, hein, bientôt. Hein. Et voilà, la zone de contingence plus zone tampon. Et encore une fois, on vous renvoie vers le guide d'activité spécifique. Procédure visant à éviter ou réduire au minimum les dommages causés au tiers, au sol ou en vol en cas de sortie du volume maximal de vol. Donc là, c'est d'écrire si vous avez un parachute hein, pour limiter l'énergie d'impact en cas de coupure volontaire ou non des moteurs. Procédure pour la récupération d'urgence de l'aéronef. Hein. Donc qu'est-ce que vous allez mettre en œuvre pour rechercher l'aéronef et le récupérer. Équipement défaillant, tolérance pour l'utilisation avec un équipement hors de fonctionnement. Donc là, on est sur le 2.6. Et pour finir, on est toujours, bien entendu, hein, dans la partie B, utilisation. Donc ici, hein, il faudra indiquer les tolérances techniques pour l'utilisation d'un aéronef sans équipage à bord avec un équipement hors de fonctionnement. Cette tolérance précise les procédures applicables, les limites et les restrictions d'utilisation qui permettent de garantir un niveau de sécurité acceptable. Elle ne concerne pas les équipements exigés pour l'attribution de l'attestation de conception, en particulier un mécanisme de sauvegarde ou de redondance. Donc ici, hein, si par exemple vous avez si vous avez moins de satellites pour le GPS, comment vous allez réagir? Donc là, c'est peut-être une reprise en manuel de l'appareil, rapprocher l'appareil du point de décollage et effectuer un atterrissage en manuel. Voilà, en gros, hein, c'est ça. Ou c'est mettre tout simplement, en cas d'équipement défaillant, le vol ne sera pas entrepris par le télépilote. Voilà, ça aussi, par exemple, c'est le genre de phrase que vous pourrez mettre à l'intérieur. Toutes les genres de phrases qui vont dans le sens de la sécurité. Et voilà pour le MANEX en version réglementation nationale française. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo pour le canevas du MANEX en version européenne. À bientôt!